Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, à 9 jours d'une date que tout Kinshasa a déjà en tête, une question s'installe dans les foyers, dans les taxis, derrière les étals du grand marché. Que se passera-t-il le 8 juillet? L'opposition annonce une marche jusqu'au Palais de la Nation pour réclamer le départ du chef de l'État. Le gouvernement vient d'interdire les rassemblements. Et entre les deux, des familles qui se demandent simplement si la ville restera vivable ce jour-là. Je salue celles et ceux qui nous suivent au pays, dans les quartiers que la vie n'épargne pas, et nos compatriotes de la diaspora, à Moscou, où la communauté congolaise ne lâche jamais une édition, à Toronto, où l'on veille malgré le décalage, à Rome, où l'on garde un œil sur chaque nouvelle de la patrie. Vous êtes nos veilleurs, et ce que vous regardez de loin, nous le portons de près. Ce soir, 2 dossiers majeurs. D'abord, la marche du 8 juillet, son mot d'ordre, ses interdits et un opposant empêché de prendre l'avion. Ensuite, Ebola, qui vient de franchir un nouveau seuil et qui, pour la première fois, croise frontalement le calendrier politique. Reste une chose que personne ne dit tout haut. Une interdiction peut protéger une population et gêner une manifestation dans le même geste. Lequel des deux pèse le plus lourd? Micheline ouvre le feu. Merci Brigitte. Bonsoir à toutes et à tous. Le fait 9 est une date et un lieu. Mercredi 8 juillet, la coalition Article 64 entend marcher sur l'ensemble du pays, avec pour point de chute, à Kinshasa, le Palais de la Nation, siège de la présidence à la Gambie. Dans une correspondance datée du 23 juin et reçue à l'Hôtel de Ville le 25, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata et Delis Esanga ont informé le gouverneur Daniel Bumba de leur intention. Le but, affiché sans détour, est de remettre un mémorandum au président de la République et d'exiger sa démission au motif qu'il aurait violé son serment de défendre la Constitution. Pour comprendre où nous en sommes, il faut remonter la chaîne. Cette marche serait la 3e action de terrain de la C64 après la journée ville morte du 3 juin et le sit-in du 12 juin devant le Palais du Peuple. Ce sit-in qui a dégénéré et dont le bilan humain reste à ce jour raconté de 2 manières que rien d'indépendant n'a départagé. Depuis l'indépendance, chaque pouvoir successif à Kinshasa a fini par redouter la rue dans la capitale et par déplacer les manifestations loin du centre administratif. Ce que la C64 propose cette fois rompt avec cette habitude, puisqu'elle vise le cœur même du dispositif de l'État. Voici le discours officiel et ses verbes prudents, par la voix de son secrétaire général Jean Paléké Atoanatonai, lors d'une matinée politique le 27 juin. L'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund affirme que la marche sera pacifique et sans armes, et précise qu'il ne s'agit pas d'une demande, mais d'une information à l'hôtel de ville. Le même responsable dit disposer d'informations selon lesquelles des individus chercheraient à infiltrer le cortège pour le saboter. Face à lui, le gouvernement avance une autre lecture. Le 24 juin, le ministre des Droits humains Samuel Memba a déclaré détenir des informations sur un projet visant à provoquer des morts pour les imputer à l'État. Cette accusation, à ce jour, n'est étayée par aucune pièce rendue publique. Nous la rapportons comme une parole, ni validée, ni démentie. Et cette absence de preuve est elle-même un fait que vous avez le droit de soupeser. À cela s'ajoute un geste qui a mis le feu aux poudres. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a interdit par télégramme du 27 juin tous les rassemblements publics dans 4 provinces, au nom de la lutte contre Ebola. L'opposition y voit une manœuvre. Prince Etengue, porte-parole de l'AMOCA, qualifie la décision d'anticonstitutionnelle, l'a dit fabriquée dans les laboratoires du parti présidentiel et affirme qu'elle vise précisément à empêcher la mobilisation du 8 juillet. La C64 a aussitôt annoncé qu'elle maintenait sa marche. Et il faut le dire avec honnêteté, l'épidémie est réelle. 4 provinces sont concernées. Le motif sanitaire n'est pas une invention, mais une mesure peut être fondée sur la santé publique et utile au calendrier politique dans le même mouvement. Cette concomitance n'est pas une preuve de coordination. Elle est simplement ce que ni le pouvoir ni l'opposition n'ont intérêt à éclaircir.
reste l'impact concret à hauteur d'homme. Au cœur du dossier, un nom, Deli Sesanga, président d'Envol. Une enquête judiciaire le vise, assortie d'une interdiction de sortie du territoire et de la confiscation de son passeport par la Direction générale de migration. La justice présente cette mesure comme purement procédurale, destinée à garantir sa disponibilité et rappelle la présomption d'innocence. Jean-Marc Kabound dénonce, lui, une atteinte aux libertés et alerte la communauté internationale. Sesanga affirme devoir se soigner à l'étranger pour des blessures par balle subies le 22 juin. Or, les images de son passage à l'aéroport de Njili le montrent debout, portant lui-même ses bagages, sans béquilles ni plaies apparentes. Ces images, à elles seules, ne disent pas tout d'un état de santé. Mais elles nourrissent un doute, et le doute, ici, fait partie du dossier. Voici donc deux récits qui ne se rejoignent nulle part. D'un côté, une opposition qui se dit empêchée, blessée, surveillée. De l'autre, un pouvoir qui se dit menacé, prêt à protéger et qui ferme la bombée. Le 8 juillet départagera peut-être les intentions ou il les laissera intactes. À 9 jours de la marche, une accusation reste une parole, une interdiction reste un papier, et la rue, elle, n'a pas encore parlé. Merci Micheline. Retenons l'essentiel. Une marche annoncée sur le palais de la Nation. Une interdiction qui s'appuie sur Ebola. Un opposant cloué au sol à l'aéroport. Et un bilan du 12 juin que personne n'a encore établi de façon neutre. Pour la Nation, l'enjeu n'est pas de choisir un camp. Il est de savoir si le 8 juillet se réglera dans le calme ou dans le bruit. Et puisque c'est au nom de l'épidémie que la Gombe se ferme, regardons cette épidémie en face, car elle a, ce week-end, changé d'échelle. Commençons par les chiffres, parce qu'ils ont bougé. Selon la mise à jour de l'Organisation mondiale de la santé datée du 28 juin, notre pays compte désormais 1274 cas confirmés et 360 décès, pour une létalité de 28%, la souche étant identifiée comme le virus Bundibugyo. À ces chiffres s'ajoutent 20 cas confirmés et 3 décès en Ouganda et un cas confirmé en France, celui d'une personne ayant quitté Kinshasa. Au total, l'OMS recense au 28 juin 1295 cas confirmés et 193 guérisons. Ces données sont celles de l'OMS arrêtées à cette date. Nous les livrons telles quelles, sans les fondre dans une courbe trop lisse, parce que le saut par rapport au dernier bilan consolidé est réel et qu'il mérite d'être dit sans dramatisation. Pourquoi ce seuil compte-t-il autant ce soir? Parce que le 24 juin, un cas a quitté le territoire pour la France. Parce que Kinshasa, qui avait enregistré 7 cas suspects, tous déclarés négatifs, n'est plus à l'abri sur le papier. Et parce que depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai, l'État a compris qu'une ville de 17 millions d'habitants, traversée en permanence par des mouvements de population, est un accélérateur potentiel. Depuis les premières grandes épidémies congolaises, la riposte s'est toujours heurtée au même obstacle. La circulation des personnes plus rapide que celle des moyens. Rien de neuf dans le défi. Voici la réponse de l'État, citée à sa source. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a interdit par télégramme du 27 juin tous les rassemblements publics dans la ville-province de Kinshasa et dans les provinces de la Chopo, du Haut-Uélé et du Bas-Uélé. Meetings, marches, manifestations, tout regroupement de masse est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le texte ordonne aussi la mise en observation de toute personne présentant des symptômes évocateurs et impose aux autorités locales un rapport de surveillance quotidien. Sur le strict terrain sanitaire, la mesure se défend parce que limiter les contacts physiques reste l'arme la plus simple contre un virus qui se transmet par contact. Mais regardons où l'État n'arrive pas, car c'est là que le bât blesse. À 120 km au nord de Bunia, la zone de santé de Boga, en Ituri, vit sous la menace directe du virus. Ces marchés accueillent chaque semaine des acheteurs venus de Bunia, de Mongbalou, de Niakoundé, des agglomérations déjà touchées. Et selon l'alerte lancée le 27 juin par le médecin-chef de zone, Boga ne dispose d'aucun centre d'isolement, d'aucun laboratoire mobile, d'aucune ambulance. Les femmes enceintes qui ont besoin de soins de référence
ils sont évacués à moto. À cela s'ajoutent les incursions des rebelles ADF, qui ferment l'accès à certaines localités et bloquent les équipes médicales. Voilà le vrai visage de cette épidémie. Un État qui interdit les foules dans la capitale et qui, à 1000 km de là, ne peut même pas isoler un malade. Alors, disons les choses comme elles sont. Interdire les rassemblements à Kinshasa est une décision sanitaire compréhensible. Mais une riposte ne se juge pas à ce qu'elle interdit dans la capitale. Elle se juge à ce qu'elle protège dans les zones où le virus tue. Le télégramme ferme des avenues à la Gombe. Il ne construit pas un centre d'isolement à Boga. Entre ces deux gestes, il y a toute la distance qui sépare une annonce d'une protection. De la santé à la souveraineté, le fil est le même. C'est toujours la question de ce que nous contrôlons chez nous. Vendredi 26 juin, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine a tenu un propos que notre rédaction a déjà entendu en filigrane la semaine dernière, mais qui prend ici un relief nouveau. Par la voix de l'ambassadeur Fu Kong, Pékin a exhorté les grandes puissances à cesser de traiter les ressources minérales de notre pays comme des monnaies d'échange dans leurs négociations. Le contexte donne le ton. Les États-Unis et la Chine se disputent l'accès au cuivre, au cobalt, au lithium congolais. Et jeudi 25 juin, Washington a sanctionné une raffinerie d'or rwandaise ainsi que plusieurs entreprises accusées de participer à la contrebande de nos minerais. Rappelons brièvement le décor que la nation connaît déjà. Le même Conseil de sécurité avait, ce jour-là, été saisi du bilan que la MONUSCO documente depuis mars. Plus de 600 morts civils au Nord Kivu et en Ituri. Un usage désormais établi de drones offensifs et d'artillerie lourde. Ce que Pékin ajoute, c'est un cadrage économique. La Chine affirme soutenir des mécanismes de coopération minière transparents, réclame un cessez-le-feu global et l'application pleine de la résolution 12773 et insiste sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Dans le même temps, le Royaume-Uni, par sa ministre conseillère Jennifer McNaughton, a dit sa préoccupation face à l'augmentation des frappes de drones et des bombardements dans les zones densément peuplées et salué les engagements pris par Kinshasa et Kigali lors du comité de surveillance conjoint tenu à Londres le 24 juin. Voilà ce que cela change pour nous. Quand une grande puissance défend nos minerais à la tribune, elle défend d'abord son accès à ces minerais. Le cuivre et le cobalt qui dorment sous nos pieds intéressent le monde entier. Et c'est précisément ce qui fait de notre sous-sol à la fois notre chance et notre malédiction. La vraie épreuve n'est pas dans les discours de New York. Elle est dans ce que ces puissances accepteront de faire le jour où défendre le Congo coûtera plus cher que d'en exploiter les filons. Restons sur la souveraineté, mais déplaçons-nous de l'Est vers l'hémicycle. Samedi 27 juin, le Sénat a adopté en session extraordinaire 2 textes présentés comme structurants pour notre économie. Le projet de loi sur le contenu local et celui qui modifie la loi de 2017 sur la sous-traitance. Les travaux de la Commission Économie et Finances, présidée par le sénateur Célestin Vunabandi, se sont déroulés en urgence du 16 au 25 juin, en pleine période de vacances parlementaires. Que disent ces textes ? Ils introduisent 2 notions neuves dans notre droit. Le champion national, entreprise à capitaux majoritairement congolais dans un secteur stratégique, et la zone exclusive, réservée en priorité aux entreprises nationales. Concrètement, l'article 18 impose à tous les ministères et entreprises publiques de réserver au moins 51% du volume financier de leur marché à des entreprises détenues à plus de moitié par des Congolais et dirigées par des Congolais. Sur l'emploi, le texte exige dans un délai de 5 ans que 60% des emplois qualifiés et 30% des postes de direction reviennent à des nationaux. Et pour la première fois, il oblige toute entreprise étrangère d'un secteur stratégique à présenter un plan de transfert de technologie. Mais c'est en pleine séance qu'une faille a été nommée, sans être comblée. Le sénateur Jean-Marie Bamaniza a fait observer que la loi sur la sous-traitance s'est dotée d'un arsenal précis contre les sociétés artificielles et les prête-noms.
alors que la loi sur le contenu local, dont le champ est pourtant plus large, en est dépourvue. Sans ce garde-fou, a-t-il averti, une porte resterait ouverte pour faire fuir des capitaux. Le rapporteur n'a pas contesté l'observation. Il a renvoyé la question à une future proposition de loi. Aucune correction n'a été actée avant le passage en commission mixte paritaire. Le même sénateur a relevé un second angle mort. Ni le foncier, ni les concessions minières, pétrolières ou gazières ne bénéficient d'une préférence nationale dans le texte. Autrement dit, le sol et le sous-sol congolais restent en l'état hors du périmètre que cette loi prétend protéger. La loi existe donc ambitieuse sur le papier et son intention est juste. Reste à savoir si dans 6 mois, quand elle entrera en vigueur, ce sont les entrepreneurs congolais qui en récolteront les fruits ou les montages habiles qui sauront contourner ce que le législateur a oublié de fermer. Place maintenant à l'essentiel de ce qui a bougé ailleurs dans le pays. Et c'est Kimberly qui en tient le fil. Merci Brigitte. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons par les forces de l'ordre. Samedi 27 juin, au centre de Kassangoulou, dans le Congo central, 720 nouveaux policiers ont achevé 9 mois de formation, sous la présidence du vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Cette promotion s'inscrit dans la loi de programmation 2026-2030, qui prévoit le recrutement de 90 000 policiers. Le ministre a appelé les récipiendaires à rompre avec la pratique de la main tendue, ce mot pudique qui désigne la corruption du quotidien. Reste à voir si la formation pèsera plus lourd sur le terrain que les habitudes. De la police à l'armée, la même volonté de monter en puissance. Au Congo central toujours, le ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a supervisé ce week-end les travaux de la base militaire de Kitona. Un complexe scolaire pour 500 élèves, un champ de tir moderne, et il a réuni dimanche la chaîne de commandement pour un briefing opérationnel. Il y a salué l'endurance du 3e bataillon des forces spéciales Ibu, engagé dans une marche de plus de 100 km avant déploiement. Or, ce déploiement a une destination, et elle est brûlante. Dans le Maosiosi, au Nord Kivu, la coalition FARDC Wazalendo a repris l'initiative et progresse vers Ngumbu et la cité minière de Robaya, au terme de combats violents engagés depuis vendredi 26 juin contre l'AFC M23. Jusqu'à ce lundi matin, des tirs d'armes lourdes étaient encore entendus vers Kabingbu. Et pendant que l'État forme à Kassangoulou et construit à Kitona, des familles entières fuient les villages du Massissi. Voilà toute la distance entre une parade réussie dans l'Ouest et une guerre qui ne s'arrête pas dans l'Est. Changeons de front, mais pas de logique, car il s'agit toujours de ce que l'État finance et de ce qu'il néglige. Dans un entretien accordé ce dimanche 28 juin, l'ancien président de la Ligue nationale de football des jeunes, Zéphir Kanimda Mukanya, dénonce le non-paiement des primes des sélections nationales d'âge. Des encadreurs, des médecins, des accompagnateurs des léopards U15, U17 et U20, engagés en Zambie, au Zimbabwe, en Arabie Saoudite, en Égypte ou au Maroc, attendraient toujours leur dû. Sa question est simple et glaçante. Où passent réellement les crédits destinés à ces primes ? Cette interrogation en réveille une autre, que nous portions hier soir. Nous évoquions ces dizaines de millions d'euros engagés par l'État pour habiller le FC Barcelone, l'AC Milan et l'AS Monaco aux couleurs du pays, là où le championnat national peut s'arrêter faute de 100 à 200 000 $ de frais de déplacement. Le dossier des jeunes léopards éclaire le même paradoxe sous un autre jour. On trouve des millions pour les maillots des clubs les plus riches du monde, mais pas une prime pour le médecin qui a accompagné nos enfants à Accra ou à Libreville. Le maillot national brille en Europe. À la maison, ceux qui le font vivre attendent encore d'être payés. Terminons par la modernisation de l'État et par un dossier que nous suivons depuis des semaines. Vendredi 26 juin, le Conseil des ministres a pris acte d'un projet de plaque d'immatriculation administrative sécurisée, adossé à la création d'une base nationale sécurisée censée garantir une traçabilité complète du parc automobile et empêcher toute fraude. Sur le papier, c'est une avancée.
mais la nation se souvient. Début juin, nous révélions que la plateforme qui contient les données de tous les véhicules et de leurs propriétaires, le fichier qui sait quelle voiture appartient à quel Congolais, serait juridiquement la propriété d'une société étrangère, l'État réclamant en vain les codes sources. La question est donc directe. Cette nouvelle base nationale réglera-t-elle enfin la dépendance ou ajoutera-t-elle une couche de plus sur un fichier dont nous ne tenons toujours pas la clé? Et ce fichier n'est pas qu'une affaire de souveraineté abstraite. Souvenez-vous, il y a une semaine, nous posions la question du contrôle technique à Kinshasa. Ce contrôle par vague qui sature les centres, dans une ville où plus d'1,2 million véhicules sont enregistrés et où moins de 30% respecteraient les règles. Un fichier national fiable, c'est précisément ce qui permettrait de contrôler les véhicules au fil de l'eau plutôt que dans la cohue. Le lien n'est pas écrit dans le communiqué, mais il est réel. Une base de données souveraine et maîtrisée n'est pas un gadget administratif. Elle est l'épine dorsale de la sécurité routière comme de la justice fiscale. 2 signaux complètent ce tableau. Le Conseil a acté le projet de loi anticorruption, qui impose désormais aux entreprises de mettre en place un dispositif anticorruption en interne. Et la première ministre Judith Suminwa a annoncé que le retrait de notre pays de la liste grise du GAFI pourrait être prononcé en octobre, après une mission d'experts attendue en août. 3 gestes, une même promesse, celle d'un État qui veut prouver qu'il sait se réformer. Reste un mot, le plus difficile à tenir dans l'histoire de nos administrations, l'exécution. Merci Kimberly. De Kassangulu à Robaya, des jeunes léopards aux plaques d'immatriculation, un même fil court, celui d'un État qui annonce beaucoup et dont chaque promesse attend encore sa preuve sur le terrain. Avant de nous quitter, l'essentiel de ce soir tient en 2 dates et un doute. Le 8 juillet, la coalition Article 64 de Fayulu, Kabund, Katumbi, Matata et Sesanga entend marcher sur le palais de la Nation pour exiger la démission du chef de l'État, pendant que le ministre Chabani interdit les rassemblements dans 4 provinces au nom d'Ebola et que Deli Sesanga se voit retirer son passeport. Et l'épidémie, justement, vient de franchir un seuil. 1274 cas confirmés et 360 décès selon l'OMS au 28 juin, pendant qu'à Bonga, en Ituri, on évacue encore les malades à moto. 2 urgences, l'une politique, l'autre sanitaire, qui se croisent désormais dans un même télégramme. La pensée de ce soir. Un pouvoir qui se sent menacé voit des complots là où il devrait d'abord lire une colère, et une opposition pressée voit des prétextes là où il y a parfois une vraie urgence. La sagesse d'une nation ne se mesure pas à sa capacité de crier plus fort que l'autre camp, mais à celle de distinguer, dans le même geste, ce qui protège de ce qui étouffe. C'est ce discernement, et lui seul, qui sépare une république d'une simple arène. Demain, nous serons encore là, à la même heure, pour suivre ce qui se prépare et nommer ce qui se cache. Que Dieu garde notre nation et que la raison garde nos dirigeants. C'était Brigitte pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.